Merci Madame Larouche. Je vais commencer d'abord en m'excusant parce qu'étant donné que j'ai beaucoup de contenu, je vais avoir un débit qui est très rapide. Je vais pourtant essayer d'avoir une bonne diction pour que tout le monde puisse bien suivre. Et pour ne pas avoir l'air d'un ingrat, je vais tout de suite remercier le Fonds forestier régional pour le support qu'il a apporté à ce projet-là, de nombreux autres projets qui ont eu lieu à l'Université du Québec à Chicoutimi. OK, pour commencer, depuis déjà de nombreuses années, au Consortium de recherche sur la forêt boréale, on étudie la remise en production des territoires dénudés de la forêt boréale. On les étudie principalement dans une optique de production de matières ligneuses. Depuis plus récemment, un petit peu, du côté de Carbone Montréal, on étudie la remise en production de ces territoires-là, mais dans une optique de lutte au changement climatique via la séquestration du carbone. En prenant ces territoires-là qui sont improductifs, en leur conférant une productivité supérieure, on séquestre plus de carbone, qui pourrait donc avoir un impact positif sur les changements climatiques. Je voudrais tout de suite préciser quelque chose. Dans le titre, vous l'avez vu, je parle de territoires dénudés. Tous les territoires dénudés dont il est question ici sont des dénudés secs au sens de la cartographie éco-forestière du Québec. Dans le langage commun de tous les jours, on entend plutôt parler de ces territoires-là comme étant des landes forestières, des landes à lichen, des paissières à lichen improductives. Comme Mme Larouche l'a mentionné, ces territoires-là sont issus de perturbations naturelles successives dans des peuplements qui étaient initialement plus denses. Comme ils ont déjà supporté des peuplements plus denses, il n'y a pas de raison de croire que suite à des aménagements adéquats, comme par exemple une préparation de terrain, une plantation, on ne pourrait pas ramener une productivité supérieure à ces peuplements-là, faire en sorte qu'ils soient capables de supporter des peuplements denses. De plus, ces territoires-là, on en retrouve 1,3 million d'hectares sur le territoire sous aménagement au Québec. Ça pourrait être, c'est 1,3 million d'hectares, là, s'il est aménagé adéquatement, pourrait contribuer positivement à la possibilité forestière ou encore agir positivement comme piège de carbone puis agir sur justement la lutte au changement climatique. Pour que tout le monde soit sur le même pied, je ne sais pas si c'est tout le monde qui est forestier ici, j'ai mis l'image de qu'est-ce que c'est que ces territoires dénudés-là. Alors ici, on a un exemple, justement, c'est un territoire dénudé, très peu de tiges, majoritairement on retrouve des épinettes noires. Il y a la présence d'espèces compagnes comme le pin gris, par exemple. Ici, on en a une autre image, très forte présence de lichen au sol. Ici, encore là, il n'y a pas la présence d'espèces compagnes comme le pin gris, mais il y a une présence d'espèces compagnes plutôt du type peuplier faux-tremble. Encore ici, un autre exemple, un peuplement qui est très ouvert, il n'y a pratiquement pas de tiges résiduelles suite aux dernières perturbations et un très fort couvert en éricacées au sol. OK, ceci étant dit, maintenant tout le monde a vu qu'est-ce que c'est qu'un DS. Je vais tomber dans le vif du sujet. Le projet de recherche en tant que tel, il y avait des objectifs. L'objectif principal de ce projet de recherche-là, c'était globalement de tester l'hypothèse de la capacité de support des territoires dénudés face au boisement. Puis pour mettre cette hypothèse-là à l'épreuve, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris des données de façon à quantifier le rendement ligneux et les traits fonctionnels des arbres plantés, de quantifier le rendement et la croissance de la régénération naturelle des semis et de la régénération préétablie, et de déterminer la fertilité et l'activité microbiologique des sols. En plus de ça, on avait d'autres objectifs sous-jacents, qui étaient de quantifier les stocks de carbone et de faire le bilan carbone d'une opération de boisement, de déterminer la teneur réelle en carbone des principaux réservoirs, et d'utiliser les peuplements naturels denses à titre de substitut des plantations pour déterminer le potentiel de séquestration à long terme. Comme Cornelia l'a mentionné précédemment, toutes les plantations qu'on a dans la région sont relativement jeunes. On ne peut donc pas savoir c'est quoi leur rendement dans le temps et le taux de séquestration qu'on peut leur attribuer. Puis pour essayer de boucher le trou un petit peu, on est allé voir qu'est-ce qui se passe quand on prend des peuplements très denses à titre de substitut de nos plantations. Le dispositif qu'on a utilisé justement pour mettre nos hypothèses à l'épreuve, c'est le dispositif remise en production qui avait été mis en place par l'équipe de Daniel Laure entre 1999 et 2001. Ce grand dispositif-là, il y avait 19 blocs au total, mais nous, pour les besoins de la présente étude, on a sélectionné 7 blocs qui correspondaient spécifiquement aux critères de recherche qu'on avait besoin. Ces 7 blocs-là sont localisés dans 4 sites dans la zone de la forêt boréale continue. Il y a 3 de ces sites-là qui sont situés à cheval sur le 50e parallèle, puis il y en a un quatrième qui est situé à environ une soixantaine de kilomètres à l'ouest du lac Saint-Jean. Dans chacun des blocs expérimentaux, on avait 2 types de peuplement. Une paissière à mousse et un territoire dénudé. Dans le cadre de ce projet-là, les paissières à mousse sont utilisées à titre de scénario de référence, c'est-à-dire que c'est un témoin productif, si on veut. Les paissières à mousse, dans ce cas-là, ils ont été récoltées, scarifiées et reboisées en épinette noire et en pin gris. Puis pour ce qui est des territoires dénudés, eux ont été uniquement scarifiés et boisés. Ils n'ont pas été récoltés avant. Et aussi, pour chacun des types de peuplement, on avait une portion de territoire qu'on n'a pas aménagée. On a observé, on a évalué le rendement. Ça ici, je vais vous faire grâce de toute la méthodologie. Sachez qu'on avait une méthodologie qui était pour le rendement, une méthodologie pour le rendement et la croissance de la régénération naturelle et une méthodologie pour faire l'évaluation des bilans carbone. Je pense que les présentations vont être disponibles en format PDF à la suite de l'événement. Est-ce que je me trompe? OK, c'est le cas. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les consulter. Puis si ces questions-là vous brûlent la langue, vous les poserez à la suite de la présentation. Une partie de la méthodologie que je ne vais pas passer sous silence parce qu'elle a été extrêmement fastidieuse.
on parle non seulement, dans ce projet-là, on parle de fertilité, donc on a dû faire énormément de pédons, puis inventorier les sols, savoir ce qui se passe. Mais non seulement on a fait des pédons pour déterminer qu'est-ce que c'est que la fertilité de ces sites-là, mais aussi on a besoin de faire des pédons pour déterminer les stocks de carbone qu'on retrouve dans le sol minéral de ces peuplements-là. Donc les pédons ici, je vais vous montrer un exemple, c'est Mme Maud Touchette qui est assise dans son pédon. Ce sont des pédons d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. On en a fait 42 au cours de nos 2 saisons de terrain. Donc on a déplacé des centaines de tonnes de matériel à bras, donc je ne voulais absolument pas le passer sous silence. OK, maintenant je tombe tout de suite au résultat. Au niveau du rendement, il est très fonctionnel. Là, je vais tout de suite faire état de qu'est-ce qu'il y en est pour le rendement. Quand on évalue le rendement dans les plantations de type dénudé sec, en comparaison avec des plantations dans l'épaisseur à mousse, c'est pas compliqué, ça pousse moins. Globalement, ça pousse moins. Fait que là, je clore le débat. Je vais donc continuer avec les résultats au niveau des traits fonctionnels des espèces qu'on a plantées. Quand je parle de traits fonctionnels, c'est que dans notre méthodologie, dans les parcelles qu'on avait, on a sélectionné les 2 plus gros individus de la parcelle parce que c'est eux qui allaient être les plus représentatifs de l'influence du milieu sur ces arbres-là. On veut faire le lien entre ce que le site peut fournir et ce que les arbres ont produit. Cette figure-là, ce qu'elle nous dit, elle nous dit que quand on se concentre strictement sur la hauteur des 2 plus hauts individus de la parcelle, il n'y a aucun effet de peuplement. Ça veut dire que quand on prend les meilleurs microsites, dans les territoires dénudés, le site est capable de fournir une aussi bonne croissance que ce que peut fournir une paissière en mousse. Donc, il n'y a pas de différence de peuplement pour la hauteur de l'épinette noire et la hauteur du pin gris. Mais, globalement, quand on prend tout le projet remise en production, puis qu'on prend tous les blocs et qu'on sélectionne les arbres aléatoirement, la croissance des arbres dans les territoires dénudés est inférieure à celle des paissières en mousse. Le seul trait fonctionnel sur lequel le peuplement a eu un effet, en réalité, c'est la longueur des branches, le rayon de cime, autrement dit. Ça n'a pas eu aucun effet sur les arbres qu'on étudiait. Ça n'a pas eu aucun effet sur la hauteur, aucun effet sur le diamètre, aucun effet sur la biomasse totale. C'est seulement le rayon de cime qui a été influencé significativement par le type de peuplement. Et ça nous dit dans le fond que les branches sont plus courtes dans les territoires dénudés que dans les paissières en mousse. Ce graphique-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'image de gauche, en réalité, c'est la longueur des racines. Le graphique de gauche, c'est la longueur des racines. Et ça nous dit que la longueur des racines des épinettes noires qui poussent, peu importe le type de peuplement, a sensiblement la même longueur que les racines de pin gris. Pourtant, toutes les autres variables morphologiques sont largement à l'avantage du pin gris. Le pin gris ayant tout le temps une plus grande hauteur, un plus gros diamètre, une plus grosse biomasse. Le graphique du centre représente le ratio de biomasse des racines sur le ratio de biomasse des tiges. Et ce que ça nous dit, c'est que l'épinette noire investit, toute proportion gardée, il investit plus dans son système racinaire que peuvent le faire les pins gris. Et ça, qu'est-ce que ça donne comme résultat? En réalité, si on regarde l'image de droite, le graphique de droite, ça nous indique, ça nous informe sur la concentration foliaire en éléments nutritifs de chacune des 2 espèces. Ce qu'on peut y voir, c'est que la concentration foliaire en azote dans l'épinette noire est plus élevée que celle du pin gris. Est-ce que c'est un effet des besoins nutritionnels de chacune des espèces ou encore est-ce que c'est un effet justement du fait que l'épinette noire investisse plus en biomasse, qui est plus en mesure de soutenir la croissance ou du moins le bon développement de son feuillage? Il y a une question ici. Ensuite de ça, on a investigué la fertilité dans nos peuplements. Puis globalement, là, la fertilité, on ne peut pas conclure, on ne peut à peu près rien conclure sur la fertilité. Dans le sens qu'il y a des éléments sur lesquels, il y a des éléments qui étaient à l'avantage des territoires dénudés, il y a des éléments qui étaient à l'avantage des paissières en mousse, puis il y a des éléments pour lesquels il n'y avait aucun effet de peuplement. Ici, j'en ai sélectionné 3 arbitrairement. J'ai mis l'azote peut-être un petit peu moins arbitrairement que les autres, mais on va décortiquer très rapidement cette figure-là. Donc, à gauche, on se rend compte que les stocks d'azote dans les peuplements dénudés sont significativement inférieurs à ceux qu'on retrouve dans les paissières en mousse. Si on regarde au niveau du phosphore, là, c'est l'inverse. C'est plus élevé dans les territoires dénudés que dans les paissières en mousse. Si on regarde au niveau du magnésium, c'est plus élevé dans les paissières en mousse. Pourtant, les territoires dénudés traînent une réputation d'être des sites pauvres, puis ils devraient donc avoir une concentration ou des stocks d'éléments nutritifs inférieurs. Mais globalement, on ne peut pas statuer là-dessus parce que c'est trop variable d'un élément à l'autre. Là, on va prendre le résultat de l'azote et on va plonger un petit peu dans ce résultat-là. Ce que cette figure-là nous dit, en réalité, ça, c'est une interaction significative entre le type de peuplement et les espèces d'arbres qui ont été plantées. Ce que cette figure-là nous dit, c'est que quand on a une paissière à mousse et qu'on l'a plantée en épinette noire, les stocks de carbone au niveau du sol sont significativement plus élevés que dans toutes les autres combinaisons peuplement-espèces du dispositif. Si je vous fais revenir 2 résultats en arrière, je vous rappelle que la longueur des branches dans les paissières à mousse était plus grande que dans les territoires dénudés. Si je vous ramène une diapositive en avant,
Je vous rappelle que la concentration foliaire en azote dans les feuilles de l'épinette était plus élevée que celle du pain et riz. On pourrait donc ici avoir une combinaison des deux facteurs, longueur des branches et concentration foliaire en azote, qui aurait fini par générer suffisamment de litières plus riches en azote pour influencer positivement les stocks de carbone au niveau des paissières en mousse qui sont plantées en épinette noire. Quand on travaillait uniquement avec les deux plus gros individus de la parcelle, ça nous a permis de faire des analyses un petit peu plus précises. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est allé chercher des échantillons de sol à 30 cm et à 1 mètre de la tige des arbres, de nos arbritures. Ces échantillons de sol-là, on les a mis en incubation pour déterminer l'activité microbiologique des sols. Et le résultat que vous voyez ici, c'est un résultat significatif. Oh mon Dieu, il y a un petit TD qui a été modifié ici, peu importe. Ce que ce résultat-là nous dit, c'est que l'activité microbiologique est pratiquement 3 fois plus intense dans les paissières à mousse qu'elle peut l'être dans les territoires dénudés. Il y a potentiellement 3 hypothèses qui peuvent expliquer ce résultat-là. 1, il y aurait plus de matière organique dans les sols des paissières à mousse, donc plus de matière à digérer, plus d'activité microbiologique. 2, peut-être que justement la matière organique qu'on retrouve dans les deux sites est de meilleure qualité au niveau des paissières à mousse, donc si c'est plus facile à digérer, c'est normal qu'il y ait plus d'activité microbiologique. Ou encore, là j'ouvre la boîte noire de l'allélopathie. Sur ces sites-là, une des grandes différences entre les deux types de peuplement, c'est la forte présence de lichens au sol dans les territoires dénudés. Et les lichens, dans certains articles, ils sont reconnus pour avoir un lexivia qui pourrait avoir un potentiel allélopathique, donc un potentiel antibiotique qui inhiberait l'activité microbiologique des sols. Ça pourrait donc être le reflet de... C'est pas une explication de ce qu'on voit ici. Donc, je voudrais faire une remarque rendue ici, ou plutôt un rappel. Les résultats sur la croissance et le rendement qu'on a observés, ils varient d'un bloc à l'autre. Comment est-ce que je fais me débarrasser de ça? Et voilà, OK. Donc, on avait 7 blocs dans le dispositif qu'on a étudié, puis les résultats sur la croissance et le rendement, ils varient d'un bloc à l'autre, au même titre qu'ils varient dans l'ensemble du dispositif remis en production. On ne peut pas faire abstraction du fait que certains TD qui réagissent bien aux aménagements, puis il y en a d'autres qui réagissent moins bien. Puis globalement, si on regarde ce qui est arrivé avec le dispositif remis en production, dans le dispositif remis en production, il y a 40% des territoires dénudés qui ont été aménagés qui réagissent de façon égale, dans lesquels les arbres croissent de façon égale ou supérieure à ce qu'on observe dans les paissières en mousse. Donc, il y a quelque chose ici là. Au global, la moyenne est inférieure pour les paissières en mousse, mais il y a un certain groupe de peuplements pour lesquels la croissance est équivalente ou supérieure. Là, je viens de vous présenter les résultats qui touchaient les arbres plantés, la fertilité et l'activité microbiologique. Très synthétisé, bien sûr, mais c'est ça que je vous ai présenté. Je vais donc passer du volet arbres plantés aux arbres à la régénération naturelle. J'entends par là les arbres qui sont les semis qui ont germé dans les sillons de scarifiage et les arbres, la régénération préétablie qui était présente avant les perturbations. Et tous les données que vous allez voir là sont la contribution de Mme Isabelle Delille que j'ai vue dans la salle aujourd'hui, qui a fait son projet de maîtrise sur le sujet. Donc, au niveau de la régénération naturelle, c'est-à-dire les semis qui se sont installés dans les sillons de scarifiage, bien, les chiffres qu'on a obtenus, c'est que 10 ans après préparation de terrain et plantation, bien, dans les territoires dénudés, ils s'installent en moyenne 6500 semis à l'hectare. Pour ce qui est des paissières à mousse, ils s'en installent en moyenne 2300. Là, j'ai dit qu'ils s'installent, mais en réalité, 10 ans après préparation de terrain, il en reste 6500 puis il en reste 2300. La différence entre les deux types de peuplement, du nombre entre les deux types de peuplement est assez facile à expliquer. C'est que pour ce qui est des territoires dénudés, les préparations de terrain, le scarifiage en l'occurrence, ont été faites entre les semenciers résiduels. Les semenciers résiduels pouvaient donc contribuer à la pluie de graines qui favorisait un meilleur ensemencement du site, tandis que pour les paissières à mousse, les contributions des graines, en réalité, c'était juste les lisières boisées et les déchets de bois. Si on regarde la dynamique d'installation dans le temps de ces semis-là, on peut regarder que pour les barres en blanc, qui sont pour les territoires dénudés, bien, les sillons des territoires dénudés semblent réceptifs plus longtemps que ceux des paissières à mousse. Non seulement sont réceptifs plus longtemps, mais aussi on voit l'effet du recrutement plus intense. Il y a beaucoup plus de semis qui sont installés à chaque année dans les territoires dénudés que dans les paissières à mousse. Si on regarde cette figure-là ici, ça nous représente la croissance des semis qui sont installés dans les sillons de scarifiage. Donc, il y a 3 graphiques ici. Les semis qui ont germé en 1999, les semis qui ont germé en 2002 et les semis qui ont germé en 2004. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette figure-là? C'est que, grosso modo, pour les territoires dénudés, plus les semis germent tôt, meilleure va être leur croissance. Tandis que quand on arrive du côté des semis qui ont germé dans la paissière à mousse, c'est complètement l'inverse. Plus les semis germent tard, meilleure est leur croissance. Ici,
Je vais utiliser cette figure-là pour introduire une hypothèse qui avait été émise par François Hébert dans un de ses articles en 2006, qui disait « Le niveau de perturbation peut influencer significativement la croissance de la régénération, peut influencer positivement la croissance de la régénération. » Ici, il y a un effet confondu, par exemple. Parce que les paissières à mousse ont été récoltées et scarifiées, donc ont été perturbées de façon plus intense que les territoires dénudés qui, eux, ont été uniquement scarifiés. Mais donc, on ne peut pas nécessairement conclure que l'hypothèse qui avait été mise par Hébert s'applique dans le cas présent ici, mais on a une piste. Puis je vous invite à garder ce résultat-là en tête, on va y revenir bientôt. On n'a pas seulement étudié les semis qui sont installés dans les sillons de scarifiage, on a aussi fait le suivi de la régénération qui était préétablie, c'est-à-dire les quelques semis qui auraient réussi à germer au travers du lichen et la régénération via les marcottes. Un petit chevauchement d'image ici. Donc, ce que ça nous dit, c'est que quand on fait le coefficient de la distribution de la régénération, tout type de régénération confondu, autant les semis que la régénération préétablie, on obtient 43% pour les territoires dénudés non perturbés, 61% pour les territoires dénudés scarifiés et 57% pour les paissières à mousse qui ont été récoltées et scarifiées. Ce que ce résultat-là nous permet de dire, c'est que si on fait une préparation de terrain de type scarifiage, pour lesquels on n'a pas besoin d'ouvrir de chemin nécessairement parce que la machinerie peut se rendre par elle-même, mais on peut amener une densité de semis qui est de l'ordre de 6500 semis à l'hectare, et on sait que ces semis-là sont quand même relativement bien distribués sur la superficie qui a été traitée, avec un coefficient de distribution de 61%. OK. Là, je fais un petit aparté sur un autre dispositif. Tous les résultats que je vous ai présentés jusqu'à maintenant étaient issus du dispositif remise en production 99. Mais on avait un autre dispositif qui était à côté. Puis l'autre dispositif, qu'est-ce qu'il nous permet de traiter? Il nous permet de traiter la question des niveaux de perturbation. Pour le dispositif remise en production, les paissières à mousse étaient récoltées et scarifiées, puis les territoires dénudés étaient uniquement scarifiés. Mais dans ce cas-ci, on a réglé ce problème-là parce que autant les paissières à mousse que les territoires dénudés ont été scarifiés, ont été récoltés et scarifiés, excusez. Quels résultats ça nous donne quand on regarde au niveau des semis? Eh bien, les semis qu'on a documentés dans le dispositif CPRS 2005 sont 4 fois plus nombreux que ceux qu'on a documentés dans le dispositif remise en production. L'explication est quand même assez simple en réalité. Remise en production a 10 ans, puis CPRS 2005 a 5 ans. On a beaucoup plus de chances, quand on est un semis, on a beaucoup plus de chances de mourir en 10 ans qu'on a de mourir en 5 ans. Quand on observe ce graphique-là, je vous invite à regarder les courbes en noir et en gris foncé. Ce sont les courbes autant des territoires dénudés que des paissières à mousse qui ont été récoltés et scarifiés. Puis vous remarquerez qu'à chaque fois, ces courbes-là sont significativement plus hautes que les courbes des territoires dénudés qui ont été uniquement scarifiés. Ça veut dire que les semis qui germent dans les sillons de scarifiage des territoires dénudés uniquement scarifiés, ils poussent moins vite que ceux dans les territoires dénudés récoltés et scarifiés et ceux dans les paissières à mousse récoltés et scarifiés. On a donc ici un élément qui nous permet de soutenir conformément l'hypothèse que M. Hébert avait émise en 2006, comme quoi, plus le niveau de perturbation est intense, plus la croissance de la régénération est influencée positivement. OK. Rendu ici, je vais vous faire un petit rappel, mais en réalité, c'est un résumé des résultats que je vous ai, passez-moi l'expression, garochés jusqu'à maintenant. Donc, les plans mis en terre et la régénération naturelle des territoires dénudés survivent, croissent et présentent des traits fonctionnels équivalents à ce qu'on retrouve dans les paissières à mousse. Le scarifiage entre les semenciers des territoires dénudés peut générer suffisamment de semis naturels pour éventuellement sortir les territoires dénudés de leur état d'improductivité. Et l'intensité des perturbations a un effet positif sur la croissance de la régénération naturelle, en plus du fait que les stocks d'éléments nutritifs sont comparables entre les territoires dénudés et les paissières à mousse. Là, je vous ai présenté les résultats au niveau des plantations qui ont été faites, des semis qu'on a suivis. Là, je vais essayer de prendre ces résultats-là et de vous les traduire sous forme de bilan carbone d'une opération pour voir les stocks de carbone qu'on trouve là-dedans. Pour le volet carbone, on se posait quelques questions. La première étant, quel est l'impact des aménagements sur les stocks de carbone? Quand on fait un scarifiage, est-ce que ça a un impact sur les stocks de carbone des peuplements en tant que tels? Quelle est la contribution de la régénération naturelle et des arbres plantés au bilan carbone d'une opération de boisement? Comme je vous l'ai montré, quand on plante des arbres, ils survivent, puis quand on fait du scarifiage, il y a des semis qui s'installent. Quelle est la contribution de ces individus-là au bilan carbone d'une opération de boisement? Et comment bien quantifier ces stocks? Parce qu'on s'est beaucoup cassé la tête au niveau de comment bien quantifier ces stocks, puis vous allez voir dans ce que je vais vous présenter par la suite le cheminement qu'on a suivi. OK.
Au niveau de la quantification des stocks de carbone, la première chose que je vais vous dire, c'est que ça fait quand même un petit bout de temps qu'au consortium, on joue dans le domaine de la forêt boréale, puis on s'est rendu compte que quand on est en territoire dénudé, les arbres n'ont pas du tout la même forme que quand on est en peuplement ouvert. C'est-à-dire, le défilement des tiges est beaucoup plus important en territoire dénudé, les branches sont beaucoup plus... Généralement, les branches sont beaucoup plus longues, beaucoup plus grosses, donc l'allocation de la biomasse ne se fait pas de la même façon. Pour calculer des stocks de carbone sur une unité de terrain, on doit utiliser des équations allométriques qui nous permettent de faire le lien, par exemple, entre le diamètre et la biomasse totale d'un arbre. Donc, afin de ne pas sur- ou sous-estimer nos stocks de carbone, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est développé un jeu d'équations allométriques dans l'objectif d'être capable de déterminer correctement les stocks de carbone dans les territoires dénudés. Et ça, c'est une contribution très, très importante d'un des étudiants qui a travaillé sur ce projet-là, c'est M. Olivier Fradette. Donc, je vous présente des équations allométriques, mais je ne vais pas plus loin que ça avec les équations, je vais juste vous dire qu'on les a intégrées pour produire les prochaines figures que vous allez voir. Grosso modo, OK, je fais un petit aparté maintenant. À partir de maintenant, on ne parle plus du tout d'épaisseur à mousse. On parle uniquement de territoires dénudés aménagés et de territoires dénudés non aménagés. Quand on a fait une préparation de terrain puis qu'on a préparé des arbres, je fais référence au scénario de boisement, le gris pâle. Puis quand je parle de territoire dénudé non aménagé, je parle du scénario de référence, le gris foncé. 10 ans après les préparations de terrain et la plantation en épinette noire. Ce que cette figure-là nous dit, c'est que si vous regardez le dernier histogramme complètement à droite, là, ben, les stocks de carbone qu'on trouve dans les territoires dénudés, qu'on a scarifiés et plantés, ne sont pas différents des stocks de carbone qu'on retrouve dans les territoires, uniquement dans les territoires dénudés. Donc, il y a quelque chose qui a fait en sorte, soit il n'y a pratiquement pas d'émissions associées aux préparations de terrain, ou soit il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'on a augmenté les stocks de carbone de ces sites-là. Donc, on va plonger un petit peu dans ce résultat-là. Si vous regardez ici, c'est comme décortiquer la dernière colonne que je viens de vous montrer. Si on regarde cette figure-là, si on regarde le premier histogramme, là, la préparation de terrain, elle a eu pour effet de réduire les stocks de carbone associés à la biomasse des éricacées. Elle a eu aussi pour effet de réduire les stocks de carbone associés à l'étage mucinable, de réduire les stocks de carbone dans la matière organique au niveau du sol, mais on a une petite contribution positive au niveau des semis naturels, puis une contribution un petit peu plus importante au niveau des épinettes qui ont été plantées. Mais, globalement, le bilan reste négatif. Et donc, on a un petit peu moins de carbone dans les territoires qu'on a aménagés que dans ceux qu'on n'a pas aménagés. Si on fait l'exercice de dire, au lieu de le planter dans l'épinette, je vais rentrer les données que j'ai mesurées pour le pain gris, mais voici les résultats que ça nous donne. On a les mêmes résultats pour les éricacées, l'étage mucinal, la matière organique et les semis naturels, sauf que la contribution des pains gris qui ont été plantés est beaucoup plus importante que celle des épinettes noires. Comme Cornelia Krause nous l'a montré tout à l'heure, le taux de croissance des pains gris et le taux de croissance juvénile des pains gris est beaucoup plus rapide que ceux des épinettes noires. Donc, sur le laps de temps qu'on a laissé croître nos plants, c'est-à-dire 10 ans, ils ont réussi à générer suffisamment de biomasse pour faire en sorte que le bilan carbone d'un scénario boisement, moins un scénario de référence, ben, le bilan est devenu positif. Donc, on a plus de carbone dans le territoire qu'on a aménagé que dans le territoire qu'on n'a pas aménagé, et ça, simplement 10 ans après les préparations de terrain. Ça ici, là, vous allez dire que c'est arrangé avec le gars des vues, mais c'est un article qui a été tiré, c'est une figure qui a été tirée d'un article de Boucher et Anne en 2012. Si vous regardez les deux courbes du haut, c'est l'évolution des stocks de carbone dans une plante, l'évolution des stocks de carbone quand une plantation est faite en épinette noire et en pain gris dans un territoire dénudé. Puis globalement, ce que ces courbes-là nous disent, c'est que, de façon générale, le bilan devient positif à peu près à 10 ans. C'est exactement les résultats qu'on a obtenus quand on a mesuré sur le terrain. Je sais que ça a l'air arrangé avec le gars des vues, mais c'est les vraies données. Si on prend la courbe qui était complètement en dessous, celle qui est en gris pâle, là, bon, cette courbe-là, là, c'est la courbe de référence qui avait été publiée par Simon Gaboury en 2009. Dans leur papier, ce qu'ils avaient fait, Gaboury et Hall, eux, ils avaient simulé la plantation, simulé le bilan carbone d'une opération de boisement en territoire dénudé, mais ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient récolté les arbres avant de faire les préparations de terrain, au lieu de simplement faire les préparations de terrain. Puis chaque fois qu'on récolte un arbre, dans le bilan carbone d'une opération, il faut compter cet arbre-là comme émis, directement. Donc, ce qui fait que pour avoir un bilan neutre, dans les simulations de Gaboury et Hall, ça prenait 27 ans, mais c'est simplement le fait qu'ils ont récolté la biomasse. Donc, si on veut réduire la période de temps dans laquelle le peuplement a une dette carbone, ben, on peut simplement faire du scarifiage au lieu de faire une récolte suivie de scarifiage.
veut faire le calcul des stocks de carbone d'un peuplement, ben, normalement, il faut utiliser les normes du GIEC. Et les normes du GIEC, ils nous disent que le carbone correspond à 50% de la biomasse sèche qu'on retrouve dans un peuplement. Nous autres, on s'est dit 50%, c'est un beau chiffre rond, ça arrive bien, mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans les territoires dénudés en forêt boréale? On est donc allé voir, c'est-à-dire on a pris chacun de nos étages de végétation, chacun des compartiments de ces étages de végétation-là, puis on a déterminé leur teneur réelle en carbone. Et les résultats que ça nous a donné, c'est que pour l'étage arborescent et éricacé, le 50% générique tient très bien la route. Cependant, quand on arrive au niveau de l'étage de végétation médicinale, on est à 43%. C'est une bonne différence qu'on a quand même par rapport aux 50%. Puis quand on s'en va au niveau de l'humus, on tombe à 38%. Puis de l'humus, même dans un territoire dénudé, il y en a quand même pas mal. On s'est dit, ces variations-là par rapport aux 50% suggérés par le GIEC, ça pourrait générer quand même des gros écarts. Fait qu'on a fait l'exercice de faire le bilan carbone, de calculer les stocks de carbone d'un territoire dénudé si on applique le 50% du GIEC ou encore si on applique les mesures qu'on a prises dans le cadre de ce présent projet. Et voici les résultats que ça a donné. C'est que si on applique les 50% du GIEC, on surestime les stocks de carbone de 50%. Excusez-moi, de 12%. Vite de même, à l'échelle d'un hectare, ça ne change pas grand-chose. Mais si on est rendu à 100 hectares, 1000 hectares, puis 10 000 hectares, et que ces plantations-là ont été faites dans l'optique de générer des crédits de carbone pour vendre sur le marché du carbone, mais en réalité, on se retrouverait qu'il y a des gens qui vendraient quelque chose qui n'existe pas, tout simplement à cause d'une erreur de quantification d'avoir fait les mauvais choix. Donc, on a une piste ici, il faut étudier comme il faut les densités en carbone des différents compartiments quand on veut faire le bilan carbone d'une portion de territoire et surtout d'un aménagement, d'un type d'aménagement. Un petit rappel ici, les bilans carbone que je viens de vous présenter sont issus de plantations qui n'ont que 10 ans. Puis il n'y a rien qui peut garantir la croissance à long terme, la croissance et le rendement à long terme. On ne sait pas comment les stocks de carbone vont évoluer dans le temps. La seule chose sur laquelle, parce que les plantations sont trop jeunes, la seule chose sur laquelle on peut se rabattre, c'est les modèles. Puis un des modèles qu'on utilise pour faire l'évolution des stocks de carbone dans le temps, c'est le modèle CBM-CFS3 du Service canadien des forêts. Mais utiliser des modèles, ça comporte une part d'incertitude, puis nous autres, on voulait se rassurer par rapport à l'incertitude, parce que l'évolution des stocks de carbone dans le temps, on se fie sur CBM, mais on n'est pas sûr que CBM est assez précis pour les peuplements avec lesquels on travaille. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à un peuplement naturel, on s'est choisi 10 paires de peuplements. Des peuplements territoires dénudés et des peuplements paisiers en mousse. Chacun des peuplements était adjacent l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils partageaient une frontière commune, ou encore ils étaient très près l'un de l'autre à l'intérieur d'un rayon d'1 kilomètre. Dans ce cas ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des peuplements, territoires dénudés et paisiers en mousse, qui avaient les mêmes attributs de site, c'est-à-dire la même pente, la même orientation, le même dépôt de surface, le même drainage, le même âge, etc. Pour utiliser les peuplements denses comme des substituts à nos plantations. C'est-à-dire qu'on a recherché des peuplements qui étaient suffisamment denses pour avoir une densité qui pouvait ressembler à celle qu'on retrouve dans les plantations. On a quand même pas mal bien réussi. Au niveau des territoires dénudés, pour regarder l'âge, la première colonne, les territoires dénudés, les paisiers en mousse qu'on a utilisés avaient sensiblement le même âge, mais là où c'est vraiment contrastant, c'est quand on s'en va au niveau de la densité des tiges, l'avant-dernière colonne, il y avait moins de 600 tiges à l'hectare pour les territoires dénudés et plus de 2500 tiges à l'hectare pour les paisiers en mousse. Au niveau du volume marchand, moins de 37 mètres cubes pour plus de 230 mètres cubes. Donc, c'était quand même des peuplements assez contrastants. Puis si on compare les données qu'on a là au terme de rendement des plantations, ben on peut... Nos chiffres sont très élevés parce qu'on a pris des peuplements très denses, mais on sait qu'en peuplement naturel, normalement, un peuplement naturel est capable de produire ces volumes-là, donc on peut fonder l'espoir qu'une plantation devrait être en mesure d'avoir les mêmes rendements. Les paires de peuplements qu'on étudiait là, on les a décortiqués sur tous les sens possibles. On a tout pris les mesures qu'ils pouvaient prendre, on a tout mesuré les individus, on a fait des analyses de tiges, de nombreuses analyses de tiges, puis ça nous a permis d'étudier comme il faut nos peuplements. Et on s'est rendu compte que dans nos 10 paires de peuplements, ben, il y avait 2 patrons de croissance. Les patrons de croissance qu'on observait sont les suivants. Si on regarde l'image de gauche, si vous prenez le trait gras en noir, et le trait gras en noir, c'est l'évolution en volume des tiges marchandes dans l'épaisseur en mousse. Si vous prenez le trait gras, c'est l'évolution du volume des tiges, mais dans les territoires dénudés. Vous voyez qu'il y a une nette différence au sein de ce groupe-là. Si vous prenez le graphique de droite, l'évolution du volume marchand des tiges est sensiblement le même dans l'épaisseur en mousse et dans les territoires dénudés. On est allé voir un petit peu plus loin dans les données pour se rendre compte que la différence entre les deux groupes qu'on a ici
Ben, la différence ne vient pas de la croissance de l'épaisseur en mousse, la différence vient de la croissance au niveau des territoires dénudés. Et ce que ça nous permet de dire, excusez. Donc, on a des territoires dénudés qui potentiellement produisent plus que d'autres, qui produisent des volumes équivalents, pourraient produire des volumes équivalents à ce qu'on observe pour l'épaisseur en mousse. La différence entre les deux groupes est tellement importante que si on regarde le volume à 50 ans, dans les territoires dénudés productifs, ben, le volume des tiges à 50 ans est le double de celui dans les territoires dénudés improductifs. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, plus tôt dans la présentation, j'ai parlé que quand on regarde grosso modo le dispositif remis en production, on avait 40% des sites dans lesquels la croissance des territoires, des arbres plantés dans les territoires dénudés est sensiblement la même ou supérieure à celle qu'on observe dans l'épaisseur à mousse. Eh bien ici, croyez-le ou non, le ratio est exactement de 40%. On a 40% de nos peuplements naturels dans lesquels les arbres présents sur les sites croissent au même rythme dans les territoires dénudés et l'épaisseur en mousse, puis on a 60% dans lesquels le rythme est très différent. Ça a l'air de rien, mais ici, on a un indicateur qui nous permettrait d'identifier quels sont les peuplements qu'on devrait prioritairement aménager si on fait l'aménagement des territoires dénudés. Jusqu'à maintenant, on n'avait aucun indicateur, parce qu'il n'y a rien dans la cartographie écoforestière qui nous permet d'identifier un peuplement qui réagit bien d'un peuplement qui réagit mal. Même si le volume à 50 ans, ce n'est pas un indicateur qui est facile à aller chercher, c'est quand même un indicateur qui nous permet justement d'identifier les peuplements qu'on devrait étudier par la suite pour savoir si c'est eux qu'on devrait aménager puis la bonne façon de les aménager. Un dernier résultat, je sais que le tableau est plutôt complexe, mais je vais vous le synthétiser dans les mots. Comme on étudiait de fond en comble les 10 paires de peuplements que je viens de vous mentionner, on était capable de définir des courbes de rendement pour ces peuplements-là. Puis nos courbes de rendement, avec ça, on a nourri le modèle CBM-CFS3. Ce qu'on voulait faire, c'était comparer les stocks de carbone qu'on a mesurés sur le terrain aux stocks de carbone que CBM-CFS3 nous donne si on le fait évoluer avec les courbes de rendement qu'on a mesurées sur ces peuplements-là. Et globalement, le bilan que ça nous donne, c'est que quand on simule les stocks de carbone d'un peuplement de type territoire dénudé, ben le modèle CBM-CFS3 a tendance à surestimer les stocks de carbone de 7%. Et quand on simule l'évolution des stocks de carbone d'un peuplement très dense, ben le modèle CBM-CFS3 a tendance à sous-estimer les stocks de carbone à hauteur de 14%. Comme pour déterminer le bilan carbone d'une opération de boisement, on prend son scénario d'aménagement et qu'on lui soustrait le scénario de référence, on se retrouve donc avec un cas où est-ce que le chiffre qui va nous sortir est très, très, très conservateur. Donc, le modèle CBM-CFS3, lorsqu'il est nourri avec les bonnes tables de rendement, peut être un bon outil pour faire l'évaluation du bilan carbone d'une opération de boisement. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que la croissance est viable dans les DS boisés après 10 ans, autant pour la régénération naturelle que pour les arbres plantés. Les stocks d'éléments nutritifs sont équivalents entre les territoires dénudés et l'épaisseur en mousse. Oui, il y a certains éléments qui sont différents, mais ce n'est pas plus à l'avantage d'épaisseur en mousse que des territoires dénudés. Il y a une certaine interférence microbienne dans les sols des territoires dénudés qui restent à investiguer. Peut-être qu'en réussissant à outrepasser ça, on pourrait améliorer le rendement dans les groupes de peuplement qui fonctionnent moins bien. Les simulations CBM-CFS3 nous donnent des résultats qui sont plutôt conservateurs quand on va faire l'évaluation du bilan carbone d'une opération de boisement. Les teneurs réelles en carbone sont à considérer dans l'évaluation des stocks de carbone des territoires dénudés et le bilan net carbone du boisement positif à 10 ans. Le bilan net carbone du boisement est positif à 10 ans lorsqu'on plante avec du pin gris et il est presque neutre lorsqu'on plante avec de l'épinette noire. Je voudrais remercier principalement Olivier Fredette, Isabelle Delisle, Maude Touchette et Alexandre Lefebvre. Les 3 premiers ont fait leur projet de maîtrise sur ce sujet-là et le dernier, Alexandre Lefebvre, a fait son projet de fin de bac, ainsi que les organismes subventionnaires qui ont permis la réalisation de ce projet-là. Sur ce, merci beaucoup.